merci d'être là. Merci à Michel et aux deux Michel pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous parler de mon livre, Notre cerveau à tous les niveaux, du Big Bang à la conscience sociale. Donc, un livre édité chez Éco-Société qui embrasse large, en fait. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis l'auteur de ce site-là que certains d'entre vous connaissez peut-être, Le cerveau à tous les niveaux, depuis 2002. C'est un site qui traite de beaucoup de comportements humains. Sa particularité, en fait, je vais parler un petit peu de mon site parce qu'il y a un lien à faire avec le livre. Donc, c'est un site qui se navigue avec deux boîtes de navigation qui permet de sélectionner vous-même le niveau de difficulté. Donc, vous avez 3 niveaux de difficulté, débutant, intermédiaire, avancé. Donc, ça, c'est la première façon de naviguer ce site. Et vous avez aussi une boîte de navigation des niveaux d'organisation. Et ça va être une notion fondamentale dans le livre et dans la présentation de ce soir. L'idée que le vivant, en général, est constitué de multiples niveaux d'organisation. On peut appeler ça comme ça. Dans mon site, il y en a 5, mais le nombre, évidemment, n'est pas fixe. Mais j'ai voulu le mettre dans la navigation même du site pour permettre aux gens de toujours avoir conscience de ça. On peut regarder le cerveau au niveau macroscopique, des régions, on peut regarder les neurones, on peut regarder les neurotransmetteurs qui s'échangent entre les neurones, on peut remonter au niveau psychologique, qu'est-ce que ça nous fait de sentir une émotion ou d'avoir une perception, et on peut regarder au niveau social aussi, les interactions entre des individus. Ensuite de ça, j'ai donné des cours à l'Université du 3e âge, à toutes sortes d'endroits, et je me qualifie comme ça à la blague de neurotroubadour, parce que mon métier, c'est d'arriver avec mon petit baluchon, de déballer mon PowerPoint, des fois ça va mieux que, il y a des fois que ça va mieux que d'autres, et de parler de cette drôle de bébite qui est l'être humain, en fait, où on a beaucoup de difficultés à se considérer nous-mêmes. Dans la vie de tous les jours, tout va bien, on fait l'épicerie, on mange, on va reconduire les enfants à l'école. C'est juste quand on a le privilège, je dirais, d'avoir du temps, qui c'est qui disait la philosophie, non, je n'essaierai pas de le retrouver, mais il faut avoir du temps pour s'interroger sur ces choses-là. Pourtant, c'est nous, c'est notre nature profonde, c'est ce qu'on fait dans l'univers, et c'est quelque chose que moi, en tout cas, qui me passionne, puis que je ne me tanne pas de faire, parce que c'est un peu sans fin. Plus comme toute démarche scientifique, plus on se pose de questions, plus on a d'autres questions qui surgissent. Donc, est arrivé donc, là je skip des diapos parce que ça ne va pas très bien, mais est arrivée la pandémie et mon métier de conférencier a été mis sur la glace comme bien des gens, et c'est là que j'avais déjà fait plusieurs rencontres avec David Murray, mon éditeur chez Éco-Société, et je l'avais un peu convaincu de faire un livre sur le cerveau en lui lisant des citations d'Henri Laborie. Je ne sais pas si vous connaissez Henri Laborie. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et Laborie avait une espèce de lucidité crue à propos de la nature humaine. Il disait, par exemple, des choses comme celle-là: « Je suis effrayé par les automatismes qu'il est possible de créer à son insu dans le système nerveux d'un enfant. Il lui faudra dans sa vie d'adulte une chance exceptionnelle pour s'évader de cette prison s'il y parvient jamais. » Donc, c'est ce genre de regard de Laborie, parfois un peu sombre, mais néanmoins, on se dit, ouais, c'est vrai qu'on est vraiment une bébite qui engramme dans son système nerveux un tas d'affaires depuis notre plus jeune âge. Et le côté aussi prison, le côté social, le côté une culture donnée nous emprisonne, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas nous infléchit grandement notre pensée. Pour une maison d'édition comme Éco-Société qui fait dans l'essai à saveur sociale et politique, c'était donc, il y avait une rencontre qui était possible. Mais pour tout dire, moi, je n'étais pas convaincu à cette époque-là. En fait, des livres sur le cerveau, j'en voyais passer beaucoup. Et ce qui est arrivé, c'est le vrai déclic pour moi, ça a été quand j'ai pensé de le faire avec Yvon. Yvon Déranger, qui est mon alter ego, appelons ça comme ça. L'effet de faire un dialogue, de faire un livre sous forme de dialogue, je n'ai pas inventé ça, il y a eu quelques prédécesseurs, Platon, un certain Platon, Galilée même, son fameux livre qui lui a valu presque le bûcher, c'était 3 personnages qui discutaient ensemble. Et donc,
Yvon, pour moi, c'était le personnage idéal pour me relancer parce que c'est pas du tout un biologiste, c'est pas du tout un scientifique, c'est un militant. C'est un militant et puis il pouvait ramener le côté de mon site web différents niveaux de difficulté. Hein. Pour Yvon, c'est important de toujours demander concrètement à quoi ça sert, là, ce que tu m'expliques. Là. Pour les gens là, qui ont de la misère à payer leur loyer puis à manger, pour que c'est faire, il faudrait qu'ils sachent ça. Fait que c'était un bon défi pour moi de ramener ça à des choses concrètes. Donc, le livre a été lancé le 1er octobre dernier au bar Les 100 Tavernes, au bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles. Il y avait beaucoup de monde, c'était le fun. Il y a eu ensuite un second lancement, j'ai passé vite, un second lancement aux Oubliettes dans le cadre de l'UPOP Montréal, justement. L'UPOP Montréal, en 2 mots, si vous ne connaissez pas, ben, c'est un peu comme le mandat des sceptiques du Québec, développer l'esprit critique. Mais ben, c'est ça, c'est une autre façon de le faire. On offre des cours, en fait, des séries de plusieurs séances. Pour nous, un cours, c'est 3 à 5 séances. Donc, un cursus sur plusieurs séances, sur différents sujets. Et puis, moi, je suis dans le collectif depuis une douzaine d'années. Ça fait 15 ans que ça existe. C'est gratuit. C'est dans les bars, les cafés, les librairies de Montréal. Et puis, j'en avais donc profité pour faire un petit quelque chose à l'UPOP. Et ce que je voulais vous dire, et là, je vais faire un petit suspense, c'est que à la fin de ma présentation, je vais faire un petit scoop d'une activité de l'UPOP qui s'en vient et qui concerne le livre et les neurosciences. Mais je vais l'expliciter un petit peu plus tard. Donc, pour ce soir, le plan de match, c'est de parler de mon livre, comme j'en parle souvent, c'est-à-dire d'en parler comme de 3 livres en un. Et à partir de ça, je vais soulever 3 grandes questions. Et puis après ça, on va faire un aperçu du livre, on va se promener, on va faire le parcours des rencontres du livre. Il y a une douzaine de rencontres, on va faire ça vite, mais on va toutes les faire. Et puis ensuite, ça va nous amener à la fin à quelques éléments de réponse par rapport aux 3 grandes questions que j'ai soulevées. Donc, c'est un peu ça le parcours, très simple. 3 livres en un. Alors ça, c'est le site web qui est associé au livre, parce que, entre autres, en plus d'avoir d'autres informations sur le livre, toutes les références du livre se trouvent sur le site. Je savais qu'il y en avait beaucoup, je pensais 1000, 1500, mais il y en a 2800, donc ça aurait grossi le livre de une bonne cinquantaine ou centaine de pages. On a décidé de les mettre uniquement sur le site du livre, mais une fois que vous avez cette page-là ouverte à côté de vous, vous trouvez le numéro, vous cliquez, puis l'article scientifique s'ouvre, donc c'est pratique. Et puis, et donc on dit ce dialogue entre un vulgarisateur scientifique et un cinéaste militant est à la fois un ouvrage de référence sur le cerveau, ça c'est le premier livre, à la fois le récit de notre compréhension de la pensée humaine, et aussi une réflexion éthique et politique où l'enjeu qui se dessine n'est rien d'autre que l'avenir de notre espèce. Donc, je vais les passer les uns après les autres. D'abord, un ouvrage de référence sur le cerveau. Oui, c'est un gros livre sur le cerveau, mais ce n'est pas un textbook. Pour moi, c'était bien important de ne pas faire comme un textbook, parce que des textbooks, il y en a plein, des bons, qui vont encore plus en profondeur que moi, mais je voulais amener autre chose. Donc, je voulais amener, juste pour lancer une ou 2 idées générales de l'approche un peu monographie du livre. C'est un livre qui a une perspective donc évolutive, une perspective qui permet de comprendre, je vous parlais des 5 niveaux d'organisation de mon site web. Ça, c'est un petit schéma qui vient du livre. C'est tiré d'un article, je pense, des années 70. J'ai oublié son nom, c'est un psychiatre qui, lui, en discernait facilement une quinzaine. Donc, c'est sûr que le nombre de niveaux d'organisation, comme je disais tantôt, n'est pas fixe. Hein, ça dépend qu'est-ce qu'on veut observer. Mais l'idée, c'est de voir que à partir de, par exemple, là, je vais le faire dans le sens du plus large au plus petit, on a la biosphère, par exemple, on a les sociétés humaines, différentes cultures humaines, des groupes, des communautés, des quartiers. On a notre famille, hein, la première grande influence de notre vie. On a un individu avec son système nerveux. Et puis, on peut aussi rentrer dans ce système nerveux-là, comme je le fais dans mon site web et dans le livre, regarder les cellules nerveuses du cerveau, les neurones. Hein, et puis, on peut aller aussi à l'intérieur du noyau ou à l'intérieur d'un neurone, regarder les molécules, comme les protéines, les macromolécules, et puis l'ADN, évidemment. Donc, c'est là où j'ose pas trop faire ce que je voulais faire. J'avais une petite présentation Prezi là, qui permet de zoomer à répétition les niveaux à voir parce que ça permet vraiment de rentrer, mais je pense qu'on va laisser faire.
Hein, ça prenait un petit 5 minutes. Juste pour montrer ce schéma-là que j'aime beaucoup, qui montre que chaque niveau d'organisation, on peut le symboliser comme ça avec les éléments en noir qui sont, mettons qu'on dit que ce niveau d'organisation-là, c'est, pardon, mettons qu'on dit que c'est une cellule en noir. Donc, chaque point noir devient une molécule, puis on voit que les molécules ont beaucoup d'interactions dynamiques entre elles et ça forme une entité autonome qui est séparée du reste des autres molécules dans lesquelles elles baignent, mais il y a quand même une certaine semi-perméabilité. Hein. Vous voyez qu'il y a des interactions entre des molécules qui vont se fixer sur la membrane. Mais la beauté de la chose avec ça, c'est qu'on pourrait tout aussi bien dire que les points noirs, c'est des individus. Donc, on a ici une petite communauté d'individus qui forment une culture particulière, mais on a d'autres cultures. Donc, vous voyez que c'est toujours un peu la même idée, c'est des réseaux. Hein. Des réseaux, c'est quoi? C'est des éléments qui entretiennent des liens entre eux. Et ces réseaux-là, en général, ils sont dynamiques, c'est-à-dire que chaque élément et les liens qui tissent avec les autres n'est pas fixe, mais variable. Donc, on est des réseaux de réseaux de réseaux de réseaux comme ça à tous les niveaux. Je vais essayer de retrouver mon petit point. Alors, si on part donc de l'objet cerveau macroscopique, une autre idée du livre, ça va être la deuxième et dernière grande idée, c'est l'idée que notre cerveau est un peu comme un ordinateur. Hein. C'est la grande métaphore des 50 dernières années du 20e siècle, si on veut. C'est normal, la machine la plus complexe d'une époque a toujours servi de métaphore pour expliquer le cerveau. Hein. On peut remonter loin avec ça. Mais en plus, ça tombe un peu sous le sens parce que, on a nos sens. Nos sens, c'est un peu comme les inputs. Hein, puis là, ça arriverait dans le cerveau qui se fait des représentations du monde. Et puis, on manipule ces représentations-là selon certaines règles. Et puis, on peut sortir des réponses aux problèmes. Hein, on voit la vie comme une série de problèmes. Et puis, on dit à nos muscles d'agir. Alors, ce schéma-là, qui a une certaine valeur explicative à un niveau assez superficiel, il va falloir s'en défaire. Il va falloir s'en défaire, et c'est ce que le livre raconte en grande partie. Il va falloir arriver plutôt à une vision où on inverse la logique, finalement. Bien sûr, comme l'illustre cette image-là, il y a une grosse flèche rose. Bien sûr, il y a des choses qui rentrent dans nos sens. Mais il y a énormément d'activités cérébrales endogènes qui consistent à projeter sur le monde certaines hypothèses, hein, les a priori qu'on a, les préjugés. Finalement, notre histoire de vie nous fait emmagasiner un certain nombre de régularités dans le monde et la job principale du cerveau, c'est, dès qu'on a un indice, c'est de projeter le best guess, la meilleure prédiction possible. Mais ça soulève donc ma grande question numéro 1. Je vous avais parlé qu'il y aurait 3 grandes questions. Donc, pour clore cette partie de mon livre comme d'une monographie sur le cerveau, on peut se demander que signifie cette inversion de la direction principale des signaux dans le cerveau. En quoi cette approche inside-out, plutôt que outside-in, qui est l'approche traditionnelle, permet de mieux comprendre ce que fait constamment notre cerveau. Hein. Vous savez, notre cerveau, c'est 2% du poids du corps et ça consomme en permanence 20, 22, 23% de l'énergie et de l'oxygène. Comment ça se fait qu'un organe qui a 2% du poids consomme est si énergivore? Bien, c'est parce qu'il y a tout le temps de l'activité dans le cerveau. Il est tout le temps en train de générer des choses, puis ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait qu'il fait du ménage ou il projette toujours qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donc, et comment ces phénomènes-là, et comment des phénomènes comme la perception, l'action, l'attention ou même l'imagination peuvent être interprétés de façon beaucoup plus éclairante, je trouve, à la lumière de cette façon de voir le cerveau qu'on appelle le predictive processing. Là, depuis 10-15 ans, c'est un paradigme qui est très riche en recherche. Et donc, moi, c'est au cœur de mon livre d'expliquer ces choses-là. Donc, premier ouvrage, un ouvrage de référence sur le cerveau. Deuxième ouvrage dans le même livre. Fait que finalement, il est cher le livre, mais c'est 3 livres en un. Fait que c'est pas si pire. Là. C'est 3 livres de 16 piastres à peu près. Le récit de notre compréhension de la pensée humaine. Hein, c'est une longue histoire, la pensée humaine. Et puis, c'est l'histoire des sciences, finalement.
Et donc, dans mon livre, par exemple, mon livre, ça fonctionne par rencontre. Hein. Moi et Yvon, nous sommes rencontrés une douzaine de fois dans différents lieux. Et la première, c'est au Café Les Oubliettes, d'ailleurs pas très loin d'ici. Et là, on parle des sciences cognitives. Hein. Les sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui désigne en fait différentes disciplines, la psychologie, la philosophie, vous les avez là, et les neurosciences, qui depuis une cinquantaine d'années essaient de parler le même langage. C'est pas toujours facile, mais on s'intéresse, toutes ces disciplines s'intéressent à la pensée humaine, chacun avec son angle de prédilection, et on essaie de mettre en commun tout ça. Et certaines disciplines, je suis passé, j'ai un millimètre de jeu, là. Certaines disciplines comme la philo de l'esprit ou la psycho s'intéressent plus à l'aspect première personne de la pensée, hein, nos sentiments, nos intentions. D'autres disciplines comme les neurosciences s'intéressent plus à l'objet cerveau, donc à la troisième personne. On vous prend, on vous met dans un scan, on regarde l'activité de votre cerveau comme n'importe quel objet physique qu'on étudierait. Alors, la difficulté des sciences cognitives, c'est de lier les deux. Parce que à la fois, on peut avoir des indications, des renseignements pertinents sur le fonctionnement du cerveau par des processus introspectifs, en se demandant qu'est-ce qu'on ressent à tel moment ou qu'est-ce qu'on perçoit. Et à la fois, on peut regarder qu'est-ce qui varie dans le cerveau quand il y a une perception, puis quand il y a... Donc, juste un exemple pour montrer que ce n'est pas si simple, cette idée d'essayer de se faire un grand paradigme ou d'avancer des théories sur comment fonctionne la pensée. Hein. Juste durant les 100 dernières années, on a eu par exemple le behaviorisme, hein, qui, au début du 20e siècle, qui disait, bon, là, ça suffit, l'introspection, c'est pas assez scientifique, on va regarder les stimuli, puis on va regarder les comportements, puis on va faire des liens stimuli-comportement. Le conditionnement pavlovien, par exemple, est le fruit de ça. Donc, ça a permis de comprendre certaines choses. Ensuite de ça, avec les ordinateurs, c'est là qu'on a fait le schéma du computationnalisme ou du cognitivisme, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on s'est dit, non, la boîte noire, on peut comprendre, il y a des règles de manipulation, on peut comprendre ces règles-là, mais ça demeurait des inputs et des outputs. Et puis finalement, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a coutume d'appeler l'intelligence artificielle, hein, l'apprentissage machine, on a dit non, le cerveau, c'est des neurones, c'est toutes des petites unités qui sont interreliées, puis qui modifient la force des connexions entre elles. Puis à mesure que c'est un réseau, non pas qu'on programme, mais qui apprend comme un enfant, et donc à force de lui présenter des images de chats, il est capable de reconnaître des images de chats. Donc, mais vous regardez que c'est tout bâti sur le même modèle. Il y a une philosophe, Susan Hurley, je pense, qui disait le modèle en sandwich de la conscience, pas de la conscience, mais de la cognition. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux tranches de pain qui sont les inputs puis les outputs, puis quelque chose au milieu. Alors que depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que la cognition est ce qu'on appelle quelque chose de très incarné. Ça prend un corps, puis un corps pas juste avec des muscles, un corps avec des hormones, avec un système immunitaire, avec un système digestif, avec tout ce que ça prend pour être un corps vivant. Et en plus, c'est une cognition qu'on peut dire qui est située, c'est-à-dire que l'endroit où on se trouve dans le monde, l'endroit d'où on pense, pénètre pas mal plus qu'on pense dans notre cerveau pour influencer notre pensée. Comme moi, là, je vous parle, puis je ne vous parle pas exactement comme quand je parle à ma blonde en mangeant ou quand je parle à mes chums de foot. T'sais. Il y a comme un petit contexte qui fait que j'essaie de bien parler, d'être clair et concis. Et donc, c'est tout ça, en fait, que les sciences cognitives incarnées, situées, amènent. C'était cette espèce de boucle perception-action qui est dynamique, effectivement, évidemment. Donc, j'ai parlé des grands systèmes. Si on prend le système hormonal puis le système immunitaire, il n'y a pas une chose qu'un système fait que les autres systèmes ne savent pas. Je veux dire, il y a tellement de molécules qui s'échangent entre les différents systèmes que ça forme un tout très, très intégré. On le sait aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce schéma-là qui vient d'une philosophe néerlandaise d'un livre qui s'appelait Enactive Psychiatry. Et ça montre que on retrouve notre boucle personne-monde, d'accord? Mais il y a comme 4 grandes dimensions. La dimension physiologique, la dimension donc de la biologie du corps en question. Il y a la dimension expérientielle. On ressent des choses avec ce corps-là. On ressent des douleurs, on ressent des sentiments, toutes sortes de choses. Il y a le milieu socioculturel dans lequel on s'inscrit.
Hein, on est le fruit d'une culture depuis notre plus jeune âge et ça nous influence. Et qu'est-ce qui nous influence le plus dans notre environnement? C'est les autres êtres humains, bien sûr, parce qu'on est une espèce extrêmement sociale. Et il y a cette espèce de petit pas de recul hein, qu'on a appelé ici la dimension existentielle, c'est-à-dire cette capacité qu'on a les humains de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur notre état, de réfléchir sur notre place dans l'univers, tout ça qu'on peut faire. Et donc cette conception-là, puis ce sur quoi j'insiste, c'est que vous voyez les 4 cercles gris n'ont pas de contour fermé. Et c'est ça que je trouve génial dans cette image-là. Ils sont complètement intégrés les uns dans les autres. Alors, quand on me demande une belle image qui symbolise l'expérience humaine, la nature humaine, moi je trouve que celle-là, elle répond bien parce que ça montre à quel point la physiologie, le ressenti, la culture et le côté réflexif de l'humain, ça forme un grand système unifié. C'est très difficile d'isoler un élément. Non, quand je baisse d'1 millimètre, je recule. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, on arrive à ma deuxième grande question. Donc, une question par livre des 3 livres. Qu'est-ce que ça implique, cette conception incarnée-là et située de la personne humaine? Qu'est-ce que ça va avoir comme implication éthique, sociale, politique? À la fin, je vais essayer d'amener un élément là-dessus. Et finalement, il y a la réflexion quand même éthique et politique qui est au cœur de l'ouvrage, parce que, je dirais qu'ils vont, durant les 2 premiers tiers du livre, c'est plutôt l'élève. Alors, il pose des questions à Dubuc, il le confronte un peu, mais comme le livre, on va le voir dans un instant, part de la molécule, mais construit le système nerveux et finalement arrive au niveau du langage, puis au niveau culturel et social, Yvon, ayant fait des films militants, étant un militant anticapitaliste, a son mot à dire et il m'a brassé un peu à ce niveau-là. Donc, parce que l'espèce humaine, on l'a dit, est une espèce formidable. Hein? Vous voyez toutes les interactions sociales, mais l'espèce humaine, c'est aussi ça. Je suis désolé de vous le rappeler, mais c'est vraiment une espèce... On en a des beaux exemples dans l'actualité depuis toujours, mais en particulier depuis quelques mois. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer cette image qui est aussi, je trouve, particulièrement belle et cruelle et lucide de toutes ces choses terribles qui se passent dans notre humanité? Il y a quelques mots ici qui évoquent ces choses. Alors, on a des sciences dites sociales hein, qui s'intéressent à ces phénomènes-là. On a des penseurs, j'en ai mis quelques-uns, pour chacune de ces disciplines qui tantôt s'intéressent à la dynamique sociale, tantôt aux structures politiques, tantôt à l'économie. Bon, c'est essentiel d'avoir ces disciplines-là. Par ailleurs, on a les sciences dites humaines, hein, où on s'intéresse plus à la psychologie, à l'anthropologie, à la linguistique, et on a les sciences pures. Hein, les sciences qu'on dit, vous les voyez, vous les connaissez, neurosciences, biologie, chimie, physique. Le problème, en fait, et vous voyez ici, j'ai fait une accolade verte qui permet de voir où les sciences cognitives se placent dans ce schéma-là. Hein. Qu'est-ce qu'elles englobent, les sciences cognitives? Alors, elles englobent pas mal les sciences humaines et une partie des sciences pures. Le problème, c'est qu'il y a encore aujourd'hui une séparation, je dirais, assez étanche, malheureusement, entre les sciences sociales et le reste du monde scientifique. Et il n'y a pas de raison à la base pour que ce soit comme ça. On sait que les disciplines se construisent les unes sur les autres et quand la psychologie et le social, c'est des individus avec une certaine psychologie qui créent les structures sociales. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de voir si, comme le suggère ici Bernard Lahire, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, moi je l'ai découvert il y a quelques années, et il a sorti en 2023 ce livre qui s'intitule « Les structures fondamentales des sociétés humaines » où il pose des questions. Il dit « si les sociétés humaines étaient structurées par quelques grandes propriétés de l'espèce et gouvernées par des lois générales, et si leur trajectoire historique aux sociétés pouvait mieux se comprendre en les réinscrivant dans une longue histoire évolutive.
et en comparant aussi les sociétés humaines à d'autres sociétés animales et en dégageant les propriétés centrales de l'espèce. Parce que pour dégager les propriétés, les spécificités humaines, ça va bien quand on peut regarder d'autres espèces de primates. Puis là, on va se dire, « Hey, comment ça qu'un jeune chimpanzé ne connaît pas sa parenté du côté de son père? » Bien, le mode de reproduction d'une femelle copulée par différents mâles fait en sorte qu'il ne sait pas trop c'est qui son père, puis il ne connaît pas sa parenté du côté. Bon, c'est un petit exemple, mais il y a plein de spécificités comme ça qui font que la structure complexe, imbriquée des sociétés humaines peut mieux se comprendre à la lumière, je crois, de comparaison avec l'éthologie, la biologie évolutive et la primatologie, par exemple. Et donc, ça, c'est ma troisième grande question. Est-ce qu'on peut répondre par l'affirmative à ça et de quelle façon ça peut nous éclairer? Je vais revenir à la fin avec un élément de conclusion. Donc, là, avec notre petit retard du début, je n'ai aucune idée où j'en suis, mais on va continuer. Donc, je devrais en être à peu près à la moitié si tout se passe bien. Donc, voici le sommaire circulaire du livre. Vous comprendrez pourquoi il est circulaire à mesure qu'on va avancer dedans. Donc, c'est ça. Il y a eu 12 rencontres à des endroits différents où on a essayé d'avoir une approche évolutive et constructive. Hein. On a commencé donc avec la première rencontre où on a parlé de questions un peu épistémologiques. Qu'est-ce que la science, par exemple? Et puis, on s'est rappelé à ce moment-là, je me souviens, on s'est rappelé comment, un peu ce que je disais tantôt, comment notre vie quotidienne, elle est riche. Elle est riche. Juste avoir une conversation, bon là c'est plutôt un monologue, mais les conversations qu'on a eues avant et qu'on va voir après, comprendre, verbaliser une idée, la transmettre, quelqu'un la reçoit, comprend ce qu'on dit, relance, sait quand est-ce que c'est son tour de parole, tout ça est extrêmement complexe. Et même, je vous dirais, bon, et souvent, là, j'ai passé vite, mais et on s'en rend compte que c'est complexe quand on a un petit problème. Hein, quand on a un manque de glucose au cerveau ou on a un petit ACV, par exemple, on va se dire comment ça se fait que je ne peux plus bouger mon bras ou je ne peux plus bien parler. Bon, on se rend compte à quel point l'intégrité du cerveau est importante. Cela dit, pas besoin d'avoir un cerveau lésé pour se rendre compte d'une chose, c'est que la réalité, par exemple, les deux lignes sur fond jaune, les deux lignes verticales qui sont de la même longueur, ne nous apparaissent pas vraiment de la même longueur. Hein? C'est les illusions d'optique classiques, j'en ai des plus fortes comme celle-là. Là. Les bandes bleues horizontales sont parallèles, n'est-ce pas? Ils sont parallèles. Ouais. J'ai trouvé un truc là, niaiseux, là, c'est pas très beau à voir, mais si vous clignez des yeux très rapidement, vous éliminez les petits indices noirs et blancs et soudainement, ils apparaissent plus droite. Ouais, elle est très puissante, c'est sorti il y a moins d'1 an. Ouais. Et donc, nos sens nous trompent. Il y a d'autres exemples. Hein? L'exemple de la perspective. Hein? On sait que la perspective induit comme l'idée que les choses sont plus loin quand les lignes convergent. Pourtant, on le voit dans ce cas-ci, elle est même un petit peu plus courte, mais elle nous apparaissait plus longue. Le fameux échiquier d'Adelson, hein, vous savez que la case A et la case B sont du même gris, n'est-ce pas? Dur à croire. Hein? Encore là, il y a un jeu de contraste avec les cases voisines et l'espèce d'ombrage qui dit à notre cerveau, ah, s'il y a de l'ombre, elle est foncée, mais elle devrait être plus claire puisqu'elle est dans l'ombre. Donc, tout ça mis ensemble fait que c'est une illusion qui est très forte. Il y a même des preuves physiques sur Internet où tu vois quelqu'un prendre une tuile, se lever, puis aller la mettre. Ouais. Et donc, devant ces illusions-là, on voit que nos sens nous trompent. En fait, que le monde de nos perceptions n'est pas un miroir fidèle de la réalité. En fait, on comprend que notre monde perçu est un monde construit, est un monde, une interprétation ou une simulation de ce qui arrive à nos sens. Et donc, on doit reconnaître que la structure particulière de notre système nerveux et de nos sens importe et détermine en grande partie ce qui peut être connaissable pour nous. On voit dans un certain spectre hein, du rouge au violet, on ne voit pas dans l'infrarouge, on ne voit pas dans l'ultraviolet. Il y a certains animaux qui voient dans l'ultraviolet. Donc, la structure de notre corps détermine ce qu'on peut percevoir et c'est pour ça que la logique du livre, c'est de dire il va falloir s'intéresser à ce corps-là. Il va falloir s'intéresser à son histoire, à son évolution.
Et c'est la deuxième rencontre où on s'est vu à la campagne, sur le bord d'un feu de camp, sous un ciel étoilé. Et on s'est rappelé la belle expression du Barry, qu'on est des poussières d'étoiles. Pourquoi? Parce que certains atomes de notre corps viennent des brasiers stellaires. Alors, pour comprendre, ce que je dis souvent, c'est que pour comprendre cet objet bizarre, cette espèce de jello de 1,3, 1,4 kg, c'est un peu de dire, OK, je voudrais comprendre comment voler avec un 747. Là. J'ai déjà fait ce lapsus-là, donne-moi un crash course d'une heure. Un crash course pour un cours de pilotage, c'est pas bon. Bref, ce serait mieux de prendre un petit Cessna. Au moins avec un petit Cessna, tu vois que tu bouges une pédale, puis tu vois qu'il y a l'aileron qui bouge, tu sais. Puis, tant qu'à aller au bout de mon délire, l'avion des frères Wright. Hein. Parce que l'avion des frères Wright, là, il y a juste quasiment une aile, mais tu vois que l'aile est cambrée, puis tu comprends le principe de base de la portance, tu sais. Fait que l'idée est la même avec une approche évolutive. Il y a ce généticien-là qui disait « Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Donc, on n'a pas évolué pour parler, on n'a pas évolué pour jouer aux échecs. On a évolué, en gros, pour trouver nos ressources, trouver un partenaire pour s'accoupler sans se casser la gueule, essentiellement. Donc, le sensorimoteur est vraiment à la base de la construction de notre cerveau. Campagne pour être sûr de rien manquer. Donc, on est retourné à l'évolution cosmique, hein, parce que certains de nos atomes d'hydrogène ont vraiment été créés au Big Bang. Le reste, les atomes plus lourds, au creux des brasiers stellaires, on le sait. L'évolution chimique, il y a 4,5 milliards d'années sur la Terre, hein, à la formation de la Terre, et l'évolution biologique. Et à travers tout ça, il y a des grands principes que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, comme les principes d'auto-organisation, des principes qui font que les molécules, de par leur charge, par exemple, vont avoir tendance à former des micelles graisseuses, comme on voit ici, ou de se replier d'une certaine façon, dans le cas des protéines, hein, qui sont des longues chaînes d'acides aminés, mais qui peuvent se replier, et la forme tridimensionnelle qu'elles vont acquérir à ce moment-là vont leur donner leur fonction. Et évidemment, après ça, là, je ne suis pas sur le bon truc. Alors, un autre ingrédient, si vous voulez, qui va permettre de comprendre comment les formes vivantes émergent, c'est le grand principe de réplication, variation, sélection, dont la sélection naturelle de Darwin n'est qu'un exemple, le plus connu, mais c'est un principe qui opère à plein de niveaux, ne serait-ce qu'il y avait Edelman, là, un neuroscientifique il y a 20-30 ans, qui avait parlé de darwinisme neuronal, le fait qu'on a, on va en parler tout de suite après dans le développement, on a souvent trop de connexions dans le cerveau et on va éliminer les moins efficaces. C'est bizarre comment ça réagit, ça, des fois. OK. Bon, je vais passer vite là-dessus. Il y a tout ça dans le livre, hein, comment la sélection naturelle, par des petits changements structuraux, vont amener des nouvelles fonctions, comme si tu as une bactérie qui a un petit flagelle qui, par hasard, pousse. Ça ne fait pas grand-chose, mais si tu en as des dizaines, ça peut servir à la locomotion. Et une notion aussi, là, je termine rapidement ce que j'avais raconté ce soir-là à Yvon. Donc, on était dans les grands principes. Et puis, une chose qui, à mes yeux, qui permet de comprendre beaucoup les niveaux d'organisation, c'est le concept de propriété émergente. Hein. Comment, avec un niveau, par exemple, je ne sais pas moi, un neurone tout seul, ça fait des influx nerveux. Bien, un neurone tout seul, ça ne peut pas faire grand-chose, ça ne peut pas penser, c'est assez stupide tout seul. Mais si tu en mets des milliers, des millions ensemble qui forment des réseaux, qui se mettent à faire des rythmes, puis de l'activité dynamique, tu as comme une propriété qui émerge de tout ça, qui est plus que la somme des petites parties. Donc, c'est ce concept-là que je voulais souligner ce soir, donner quelques exemples de concepts fondamentaux. Ensuite de ça, la troisième rencontre, on s'est ramassé devant un parc d'enfants pour parler du développement du système nerveux. Parce que ça aussi, c'est une chorégraphie incroyable. Hein? Comment on passe d'un ovule fécondé, d'une cellule unique, à un organisme comme nous, avec 40 000 milliards de cellules, à peu près 86 milliards de neurones. Donc, il y a tout un balai de placement de neurones. Et puis le truc qu'a trouvé l'évolution, hein, c'est qu'on a juste à peu près 20 000 gènes et on a, je viens de le dire, 86 milliards de neurones qui font au moins 1000 connexions chacun.
Donc, il y a bien trop de spécificité dans notre cerveau à coder pour le nombre de gènes qu'on a. Alors, le truc que l'évolution a trouvé, c'est de placer en gros les groupes de neurones, leur faire des connexions grossières à peu près, et ensuite de faire un élagage, en fait. De par son interaction avec l'environnement, l'enfant joue, découvre la gravité, je lâche quelque chose, ça s'en va généralement vers le bas, et puis comme ça, va apprendre les grands principes, comme on dit, en online, en agissant sur le monde. Et c'est pour ça que c'est si important pour l'enfant de manipuler le sensorimoteur, on le sait depuis Piaget, mais ça ne fait que se confirmer, et que donc ça, c'est excellent pour le développement du système nerveux, et que ça l'est pas mal moins. Alors, je n'insisterai pas trop là-dessus. Je sais que on en a pris conscience de ce problème-là, puis qu'on ne recommande pas de tablette avant 2 ans. Là. Si c'était juste de moi, ce ne serait pas de tablette avant 6-7 ans, mais voilà. 4e rencontre, on est allé sur la rue Saint-Laurent, un lieu, la Maine, comme on l'appelle, un lieu chargé de souvenirs. On a parlé de l'apprentissage de la mémoire, puis je suis remonté à mes premières amours, l'aplysie. J'ai fait ma maîtrise à l'Institut de recherche clinique sur un mollusque marin qui n'a que 20 000 neurones. Donc, c'est facile de retrouver les mêmes neurones d'un animal à l'autre. Et puis, ça permet de comprendre quand l'animal apprend quelque chose, on peut enregistrer dans ces petits neurones, puis, par exemple, voir un réflexe sensorimoteur qui s'habitue à force d'y toucher, il se contracte de moins en moins. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change au niveau du circuit de neurones? Alors, c'est un peu ma mascotte, l'aplysie. Elle revient souvent pour expliquer des mécanismes de base. Je viens d'en parler ici, les synapses, ça c'est un dessin d'artiste, mais ça montre bien un peu la synapse et surtout l'espèce d'épine. Hein? J'avais mon prédit en Zoom qui n'a pas marché, mais j'avais ces épines dendritiques-là qui sont beaucoup plus souples qu'on croyait. En 1 heure ou 2, ils peuvent changer de forme et de volume. Et donc, on se ramasse avec des structures cérébrales comme l'hippocampe qu'on voit en haut à gauche et le cervelet en bas à droite. Et à travers ces réseaux de milliers et de millions de neurones-là, va se dessiner va se créer des réseaux de neurones sélectionnés. C'est-à-dire que certains neurones vont renforcer leur connexion avec d'autres et puis vont devenir plus habitués de travailler ensemble, si vous voulez. Et ça va créer des sous-ensembles comme ça. Et ça, il y a un vieux terme qui est revenu à la mode, l'engramme. L'engramme mnésique, c'est la trace, finalement, du souvenir dans le cerveau, oui. Et donc, des processus aussi anciens que le conditionnement opérant. Hein, le petit rat, il accroche un levier, oups, il y a de la nourriture qui arrive. Oh, je fais un geste, j'ai une récompense. Un geste, une récompense. Le faisceau de la récompense, hein, la fameuse dopamine, tout ça. Donc, c'est des choses qui sont encore, heureusement ou malheureusement, encore profondément dans notre cerveau. On n'a pas perdu ça. C'est tellement adaptatif comme boucle de rétroaction que on est encore soumis à ça. Et plus un mécanisme est ancien, souvent plus il est puissant. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a continué notre dézoom. Hein. On est de plus en plus gros. On est allé se promener dans le Mont-Royal comme si c'était un modèle géant de votre cerveau. On est allé, en fait, refaire une expérience que j'avais vraiment tentée à l'UPOP. On est allé marcher dans le Mont-Royal. Vous voyez d'ailleurs la preuve. Rémi Guenin, l'illustrateur du bouquin, nous a croqué, moi et Yvon, devant ce qu'on appelle une ancienne station de pompage, mais qui, dans mon monde à moi, était l'amygdale, si je me souviens bien. Donc, chaque arbre était un neurone, et on a comme ça escaladé le Mont-Royal en parlant des couches du cortex. C'était très, très agréable. Et c'est ce qui nous a permis de parler justement de ces grands faisceaux d'axones, hein, parce que chaque neurone, j'ai toujours un neurone sous la main, là, on a le corps cellulaire, les dendrites, puis l'axone, qui est le long prolongement qui s'en va faire une connexion ailleurs. Alors, on les voit là ici, les grands prolongements. Et ça nous a vite amené à conclure qu'on ne pouvait pas faire d'association directe entre une région, un centre de quoi que ce soit dans le cerveau, puis une fonction. Ça, c'est vraiment là, ce que j'appelle la peinture à numéro du cerveau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aller vers quelque chose comme ça. Des réseaux, c'est-à-dire des ensembles de régions qui entretiennent des liens entre eux, qui travaillent ensemble, 15, 20, 30, 40 régions, qui covarient leur activité continuellement.
juste un petit exemple, vous êtes dans une situation X, mangez le matin, le midi avec votre famille, vous allez au travail, bien là, il va y avoir une sélection de certaines régions cérébrales qui vont se lier d'une certaine façon. Je vais y revenir dans un instant. Il va y avoir un moment peut-être de changement d'attitude, on pourrait dire, au niveau psychologique. Et puis quand vous arrivez au travail, vous avez une autre attitude qui est adéquate. Vous êtes un expert au travail à ce moment-là. Et donc, cette idée-là, comment se fait et se défait ces associations temporaires de neurones-là, c'est la rencontre suivante qui a permis de le comprendre, c'est-à-dire que là, on s'est intéressé à l'activité dynamique de nos rythmes cérébraux, parce que les neurones ont tendance à faire des rythmes. On a ici une petite animation faite à partir de données réelles, mais qui serait trop longue à expliquer, mais je m'en sers pour faire du wow, là, parce que c'est quand même mieux ça, comme n'importe quelle image de cerveau. Hein. C'est ça qui se passe dans votre cerveau. À chaque seconde, à chaque fraction de seconde, ça change. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les neurones ont tendance à faire des influx nerveux par bouffée. Beaucoup de nos neurones, pas tous, mais beaucoup ont de l'activité spontanée. Ils émettent des bouffées d'influx nerveux et puis ensuite, on a même un pointeur laser, là on est en Cadillac, là. Ils émettent des bouffées et des silences, des bouffées et des silences. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait en sorte que des populations de neurones distinctes peuvent synchroniser, s'ils sont à la même fréquence, synchroniser leur burst. Puis quand on voit ça dans le cerveau, des régions distinctes qui ont la même fréquence, on peut être assez certains qu'ils travaillent ensemble, qui ont formé à ce moment-là une coalition transitoire, parce que vous vous imaginez que si tu es en phase avec une autre population de neurones, puis ta phase, ta fréquence change juste un petit peu, ou que tu tombes juste en dehors de la phase, là, tu n'es plus ensemble. Donc, c'est des mécanismes qui permettent justement la fluidité et la rapidité de nos pensées. C'est un chapitre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire parce que je trouve qu'il est souvent un peu escamoté dans les textbooks, de montrer comment, à ce niveau-là, au niveau de l'activité dynamique et de la synchronisation des on commence à voir comment des mécanismes neuronaux qu'on a plantés dans les 5 premières rencontres. Il y a des canaux membranaires, là, je vous ai épargné ça ce soir. Il y a des ions qui traversent des membranes. Bon, on est loin de la pensée, puis il s'énervait à ce moment-là. Là, pourquoi tu me parles de ça, les ions puis les canaux? Oui, mais attends, moi je disais, attends. Puis finalement, ça permet de comprendre un influx nerveux, puis ça permet de comprendre l'activité rythmique. Puis cette activité rythmique-là, avec les grands réseaux cérébraux, commence à donner une espèce de possibilité de faire des liens avec certaines caractéristiques subjectives de la pensée. Donc, et puis, dans le chapitre 6, à la fin, je m'attarde sur la question du sommeil. On passe quand même le tiers de notre vie dans cet état-là. C'est vachement complexe, le sommeil, ça aussi. J'en ai découvert plein d'affaires. Puis comment les oscillations se superposent, hein, des oscillations rapides sur des oscillations plus lentes, qui elles-mêmes sont à certaines phases d'oscillation encore plus lentes. C'est tout ce jeu-là qu'on commence à découvrir. Toute la science de l'hippocampe, le lien entre l'hippocampe et le cortex. C'est il y a beaucoup de modèles d'échange entre ces deux structures cérébrales-là. Bon, ensuite de ça, jusqu'ici, on a parlé du cerveau, mais le cerveau, vous le savez, il ne flotte pas dans les airs, hein, il est inclus dans un corps, et c'est là où on va parler des émotions, parce que, comme je l'ai évoqué plus tôt, quand on perçoit un stimulus, il y a une valeur associée, qu'on le veuille ou non, positive ou négative. Hein, c'est l'axe principal des émotions, la valence positive ou négative. Et si c'est négatif, là j'ai pris l'exemple du stress, il va y avoir toutes sortes de signaux très rapides avec le système sympathique en quelques secondes, fractions de secondes, et plus lent avec le système hormonal, mais qui va amener l'individu aux deux réponses de base devant une menace, par exemple, la fuite ou la lutte, qui nécessitent toutes les deux de l'énergie puis du sang dans les muscles. Le problème, c'est que nous, on n'a pas tant que ça des menaces physiques directes, mais on a beaucoup de menaces symboliques. On parle, et puis il y a des choses qui sont socialement correctes, pas correctes, bonnes, mauvaises, et que ça peut avoir le même effet sur le corps. Le corps perçoit une menace, qu'elle soit verbale pour nous ou réelle, va enclencher le processus de fuite ou de lutte, et ça, c'est fait pour durer pas longtemps. Si ça dure pas longtemps, un stress aigu, il n'y a pas de mal, hein, parce que le problème, c'est que quand on alloue plus de sang aux muscles, on a une quantité finie de ressources, de sang, entre autres, les organes, il y a des organes vitaux qui en pâtissent. Hein, on s'en fout de la digestion puis du système reproducteur si on est pour être bouffé dans 10 secondes, on veut juste s'en aller. T'sais. Mais si ce stress-là s'installe de façon chronique, quand le mammouth s'installe dans la tête, et que ça dure des jours, des semaines, des mois,
c'est pas fait pour ça. Et d'où les effets d'anxiété, burn-out, dépression, qui pour moi sont tous des phénomènes un peu comme sur le même axe, là. Ensuite de ça, on vient de parler du corps, de l'aspect incarné, on va parler de l'environnement. Comme je vous ai dit, on est toujours à quelque part dans le monde, et puis ce monde-là nous incite à prendre des décisions. Donc on va parler de la prise de décision. Comment, par exemple, l'exemple du foot, parce que Yvon joue dans une ligne de foot, puis je trouvais que les déplacements sur un terrain de foot donnaient beaucoup d'exemples de ça. Comment on prend des décisions rapides, hein? Vous êtes arrivé ici tantôt, vous vous êtes assis, vous avez sorti peut-être votre crayon, vous avez serré la main à quelqu'un, vous n'avez pas dit « je vais m'asseoir là, je vais sortir mon crayon ». Non, ça se fait. Ça se fait parce qu'on est des experts, on est habitués, l'environnement nous suggère des actions. Bien sûr, dans des situations particulières, on peut prendre plus de temps et consciemment mettre en jeu des processus d'évaluation, de simulation, de peser les pour, les contre, oui. Mais c'est des choses qui sont plus longues et puis qui nécessitent toutes sortes d'allers-retours dans le cerveau. Et là, je vais commencer à finir. Je vais amener un premier élément de réponse à mes questions. Vous vous souvenez de la grande question du cerveau prédictif. Alors, on voit ici un peu mieux comment finalement, on peut le symboliser comme ça, les flèches descendantes, les flèches qui partent de préconception du monde ou de modèles internes descendent et finalement, les inputs qui remontent. Et en fait, qu'est-ce que fait notre cerveau? On a une autre représentation de ça ici qui implique par exemple le cortex visuel, où à l'intérieur du cortex visuel, on va avoir à chaque niveau hiérarchique, si vous voulez, des petites prédictions sur ce que le niveau d'en bas est supposé de donner. Il donne la bonne chose, tant mieux. S'il ne donne pas la bonne chose, s'il y a un écart entre la prédiction et ce que les sens nous fournissent, bien là, on va avoir deux choix. Soit on va changer notre modèle du monde, donc ça explique bien l'apprentissage, ou soit on va agir sur le monde pour changer le monde pour qu'il corresponde plus à nos attentes. Donc, c'est vraiment, comment dire, là je vous garoche ça, mais c'est vraiment un grand cadre conceptuel. Là, il y a tout plein de débats autour de ça, puis c'est fascinant parce que les gens vont dire, bien, le cerveau, c'est aussi un bricolage de l'évolution. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est patenté, là, qui recycle beaucoup. Je vais arriver à ça tantôt. Alors, comment il pourrait avoir un grand principe unificateur? Oui, mais, en tout cas, la question, par exemple, je vous donne juste un exemple, l'imagination. On a ici la perception, déjà, vue sous l'angle du cerveau prédictif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un signal qui arrive, mais il y a des attentes par rapport au signal. Parce que la plupart, comme là, je pourrais dire, ici, c'est drôle, hein? Il y a des gens normaux à la première rangée, mais le reste de la salle, c'est des culs de jatte. Mais oui, je ne vois pas vos jambes. Mais non, je me dis, c'est rare, ça existe, mais c'est rare. Tu sais, exemple niaiseux, là, mais... L'imagination, par exemple, on peut très bien à ce moment-là imaginer que si on coupe un peu les influences du moment, du milieu extérieur, bien le cerveau, lui, il va générer des hypothèses, parfois farfelues, parfois intéressantes, parfois pas rapport. Ça devient beaucoup moins, comment dire, tu sais, le côté fantastique, un peu mystérieux de l'inspiration, de l'intuition. C'est la job de base du cerveau de générer des modèles. Alors, c'est un exemple pour montrer comment on peut mieux comprendre certaines choses. Ensuite de ça, bien là, je vais passer rapidement parce que c'est très long, là, le langage, comment chez l'humain, on fait émerger des mondes symboliques communs. Comment, je l'ai dit tantôt, tout ça est terriblement complexe alors qu'il s'active fortement devant des petites lignes qui se croisent. Dans un milieu naturel, ou quand je vous regarde là, ça aide beaucoup de voir qu'une ligne est devant une autre pour évaluer la profondeur. Qu'est-ce qui est devant quoi? Bien, cette petite région-là s'active fortement quand on lit. On apprend à cette région occipito-temporale, ventrale gauche, on lui apprend que certains petits croisements de lignes, on peut associer ça à des sons, puis on peut associer ça à du sens. C'est toute la question du recyclage ou de neural reuse. On réutilise. Et puis ensuite, le langage, c'est tellement compliqué qu'on a fait 2 rencontres là-dessus. On a parlé de ce qu'on dit consciemment, et puis des motivations qui nous poussent à affirmer ces choses. Et on s'est rendu compte que le blabla conscient, c'était vraiment juste la pointe de l'iceberg, que ce qu'il y avait en dessous est vraiment, la majorité de nos processus cognitifs ne sont pas accessibles consciemment.
Les fameuses expériences des cerveaux divisés, hein, des gens qui avaient des crises d'épilepsie très fortes d'un côté. On a coupé le corps calleux, le gros faisceau de fibres qui reliait les deux hémisphères. Puis on s'est rendu compte que dans des situations particulières, l'hémisphère parlant, hein, le gauche, la majorité des gens, fournissait une explication pour un choix quelconque. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais que ce choix-là était finalement une justification d'une cause que l'autre hémisphère avait compris. Donc, et puis on se rend compte que dans le livre, j'apporte Yvon, toujours prête à déceler l'arnaque. Il me dit oui, mais là, c'est des gens qui ont un corps calleux coupé, c'est quand même pas des cerveaux normaux qui font ça. Tu sais. Et là, j'amène un certain nombre d'autres expériences chez les sujets normaux où on est des expériences classiques là, en psychologie qui remontent aux années 70 qui montrent comment on est très peu conscient des motivations qui nous font affirmer certaines choses et qu'on va justifier a posteriori, la plupart du temps, nos choix par une logique langagière tout à fait correcte. Et qui a peut-être là, ben là, ça rejoint aussi, et là, je détaille, mais dans le fond, je voulais juste montrer que de tout temps, hein, il y a cette heuristique des deux systèmes en sciences cognitives, un système rapide, automatique, qui nous permet d'offrir une première réponse, cette rationalisation-là qu'on va faire, et une possibilité d'introspection, si on veut, qui va nous permettre de creuser davantage et de peut-être d'arriver avec d'autres explications possibles. Donc, peut-être de bloquer la première réponse, et ça a été testé, là, on a des évidences en ce sens-là, et de laisser s'exprimer un raisonnement plus élaboré, donc de conquérir peut-être certains degrés de liberté, parce qu'à la 11e rencontre, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de grande question, le libre arbitre, hein? Free will, ouais! On est tellement fiers de notre liberté, et avec raison d'une certaine façon, liberté politique en tout cas, mais on est le fruit d'une histoire de vie. Et puis, je compare souvent le cerveau à un torrent dans une forêt, puis je trouve que c'est une bonne métaphore parce que l'activité de l'eau qui bouillonne, c'est comme l'activité nerveuse dans notre cerveau. C'est un bouillonnement dynamique, constant, sauf que ce bouillonnement-là, il ne se fait pas n'importe où. Il se fait en suivant le lit du torrent. Et le lit du torrent, ça peut correspondre à la structure de notre cerveau, au grand câblage de notre cerveau qui découle de nos gènes humains, qui découle d'une sélection sur des millions d'années. Donc, l'activité nerveuse, comme l'eau dans mon torrent, ne circule pas n'importe où, circule à travers certaines voies privilégiées. Et en même temps, on a une trajectoire de vie qui, on l'a vu depuis notre tout jeune âge, sculpte à travers ces voies générales-là un trajet particulier, le nôtre. Et c'est pour ça que si vous revenez 1 an ou 10 ans après, votre torrent, il ne va pas avoir la même forme. L'eau va avoir érodé les berges, va avoir bougé les roches. Et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est une bonne métaphore parce qu'elle fonctionne aussi sur le fait que le cerveau, c'est une machine finalement qui se modifie elle-même constamment. Et à travers toutes ces influences-là, on peut en arriver, comme le grand neurobiologiste primatologue Robert Sapolsky, à dire on peut concevoir beaucoup de choses sans la notion de free will, sans la notion de libre choix. Je ne m'aventurerai pas trop sur ce sujet-là, qui peut facilement partir des débats de plusieurs heures, mais j'en parle dans le livre, et c'est des choses vraiment intéressantes, comment se concevoir, et c'est pas juste, j'allais dire, c'est pas juste comme décevant. En perdant l'idée de libre arbitre, on perd aussi l'idée de mérite, comme quoi certains individus humains accaparent beaucoup de ressources et auraient du mérite d'avoir fait ça. La notion de tolérance aussi, on disait avant, tu as des illusions, tu fais des crises de psychose, c'est que tu es schizophrène, tes parents n'ont pas été bons avec toi, ou tu es dyslexique, c'est de ta faute, lis mieux. Non, on sait que ça correspond à des câblages particuliers du cerveau, à des neuroatypicités quelconques, et qu'on enlève le libre arbitre de ça, puis on est beaucoup plus tolérant puis empathique avec ces gens-là maintenant. Bon. Alors, finalement, on en arrive à la dernière rencontre où on élargit sur les cultures et les institutions sociales et on essaie de voir comment des vieux mondes dystopiques pourraient céder la place à des utopies plus concrètes.
Et dans le livre, il y a tout un flashback qui se passe au Festival Virage, qui est un festival de transition écologique qui a commencé à Sainte-Rose-du-Nord au Saguenay, qui est super. Ça va avoir lieu en fin juin, encore une fois cette année, à Petit-Saguenay. Et à ce moment-là, on avait, en 2018, on s'était rencontrés par hasard avec Yvon et on était sortis d'un panel sur la décroissance où il y avait Yves-Marie Abraham, il y avait Louis Marion, il y avait toutes sortes de penseurs vraiment intéressants qui font comprendre qu'il faut arrêter avec ça. Là, la croissance infinie dans un monde fini, là, ça défie les lois de la physique. Là, ça ne marche pas. Il faut produire moins, il faut partager plus, il faut décider de façon plus démocratique. Bref, on était sortis de là un peu survoltés. Et là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est quoi notre... un peu comme ce beau dessin de Rémi que j'étais tellement content quand je l'ai vu. J'ai dit, là, tu as saisi quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnages qui vont pas rendre les clés de leurs privilèges facilement, hein, on peut s'en douter. Et là, ça m'amène à dire comment on peut comprendre ce qui se passe, pour le dire comme le primatologue France Deval, hein, l'être humain, on sait que les primates, les chimpanzés, on prend nos plus proches cousins, là, mettons les chimpanzés, sont très agressifs quand même, ils peuvent se mettre à plusieurs pour tuer un étranger. Les bonobos, très proches, sont plus cool. Hein? Les femelles, c'est matriarcal, ils règlent les conflits par des rapports sexuels souvent. Mais nous, Deval dit, on peut à la fois être plus violent et plus agressif que les chimpanzés et à la fois plus cool et plus altruiste que les bonobos. On a un cerveau 3 fois plus gros. On peut le tirer dans tous les sens. Et c'est beaucoup le contexte, c'est beaucoup la situation qui va tirer le meilleur ou le pire de nous. Donc, si j'en reviens à ma grande question soulevée par Lahir, oui, il faut s'intéresser à tout ça, puis c'est un peu l'idée de mon livre. Il faut s'intéresser à la primatologie. Bon, là, je ne sais pas si... je pense que je ne vais pas détailler. J'avais 4 petites histoires à vous raconter, mais on le fera dans la discussion si ça vous intéresse. La Forest Troop, comment des groupes de babouins supposément hyper agressifs peuvent devenir très cool dans certaines situations. Comment la technique a toujours permis aux individus un peu plus dominants d'accentuer les inégalités. Ça, c'est l'archéologie qui a beaucoup d'évidence là-dessus. Comment l'histoire, en s'intéressant à, par exemple, l'organisation communale au Moyen Âge, pendant des siècles, les gens ont décidé ensemble il n'y avait pas de propriété, il y avait des choses qui étaient en commun, le lavoir, les pâturages, le moulin. C'était décidé de façon plutôt démocratique, jusqu'à temps qu'on connaît l'histoire, les enclosures, la propriété privée, tout ça. Et l'anthropologie avec des regards sur d'autres façons d'être humain. Hein, Pierre Classe, par exemple, la Société contre l'État, il y a des groupes humains qui décident que finalement, l'État, il ne faut pas que ça soit trop gros parce que ça amène plein de problèmes. Nous, on n'en veut pas trop d'État. Tu sais, oui, OK. Il y a tout un mouvement depuis 40-50 ans sur les biorégions. Pourquoi on ne vit pas de façon plus autonome dans des régions plus couplées à notre environnement? C'est des vieux mouvements, mais je pense que ça peut être inspirant pour les problèmes dont on parlait tantôt. Et il y en a plein d'initiatives, j'en ai garoché ici que moi je connais, mais il y en a plein qu'on peut encourager puis d'aller dans la bonne direction. Donc finalement, à la fin, on a bouclé la boucle, on s'est revu une dernière fois où on avait commencé le voyage. Et à travers tout ce voyage-là, à travers toute cette nouvelle conception de l'être humain, comme celle-là que j'ai présentée tantôt, on peut arriver à la dernière question que j'avais soulevée, qui va conclure, c'est de dire comment ça peut nous aider à deux considérations, en fait. Comment ça peut nous aider à mieux saisir et à peut-être améliorer notre rapport à la science. OK? On fait de la recherche. Dans notre monde socioculturel, on fait de la recherche. C'est des humains qui font de la recherche avec leur corps biologique, avec des instruments pour élargir la portée de leur sens. On discute, hein, on se pose des questions philosophiques, voire métaphysiques sur tout ça. On fait de la science. Hein. La science est un échange intersubjectif. Mais comme le souligne l'excellent livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, 2024, le philosophe Evan Thompson, entre autres, avec un physicien théorique et puis un astrophysicien, de Blind Spot, il y a eu une tendance de la science, et c'est ce qu'il critique. Il critique l'approche dominante en science qui consiste à aller vers toujours plus d'abstraction, toujours plus mathématiser les choses, toujours plus, en oubliant que
tout part quand même encore de l'expérience directe. Quand on a des accélérateurs de particules, puis on fait des collisions, puis on regarde des petits tracés, puis on interprète des phénomènes inaccessibles pour nos sens, mais il y a une expérience directe qui est quand même là. Et c'est parce que moi, voyez-vous, ça m'a pris 4 ans à écrire mon livre, puis pendant 4 ans, je n'ai pas lu de livre. J'ai juste lu des articles scientifiques pour écrire mon foutu livre. Et là, depuis quelques mois, je trippe parce que j'ai recommencé à lire des livres, dont celui-là. Je n'ai pas fini encore, mais je voulais vous en parler. Ça me fait du bien. Et finalement, là, c'est vrai qu'on a commencé avec Laborie, puis on va finir avec lui. Je vais vous la lire. Elle est longue, mais elle est bien écrite. Quand les sociétés fourniront à chaque individu, dès le plus jeune âge, puis toute sa vie durant, autant d'informations sur ce qu'il est, sur les mécanismes qui lui permettent de penser, de désirer, de se souvenir, d'être joyeux ou triste, calme ou angoissé, furieux ou débonnaire, sur les mécanismes qui lui permettent de vivre en résumé, de vivre avec les autres, quand elles lui donneront autant d'informations sur cet animal curieux qu'est l'être humain, qu'elle s'efforce depuis toujours de lui en donner sur la façon la plus efficace de produire des marchandises, la vie quotidienne de cet individu risquera d'être transformée. Donc, je pense que Laborie demeure pour moi une pas pire boussole. Et en terminant, mon scoop, je vous avais promis un petit scoop, c'est que à l'UPOP, à partir du 25 mars, une fois par mois, donc à la fin mars, fin avril, fin mai, et ça, je vais partir un club de lecture où on va discuter, approfondir chacun des rencontres de mon livre. Donc, on va se voir une fois par mois, vous lisez un chapitre, on en discute, et puis je vais avoir des invités. Moi, je vais résumer un peu le chapitre en 15-20 minutes, puis après, on va en discuter. 12 rencontres par mois, c'est un gros projet qui s'échelonne sur 1 an. Ça va être annoncé, ça va être fait le plus possible sur les lieux du livre. Ça va continuer pendant l'été. Ça va être annoncé dans la programmation de l'UPOP, dont la programmation va être lancée le 11 février prochain. Et puis, j'espère peut-être vous croiser à cet endroit-là. Merci beaucoup.